J'avais planifié chaque détail de notre voyage d'anniversaire, mais 2 semaines plus tard, mon mari a annoncé qu'il partait en croisière avec sa fille et son ex-femme ce jour-là précisément. Aucune explication. Aucune excuse. Puis il a envoyé un texto, « Ma fille a besoin de ses 2 parents là-bas. » J'ai souri, j'ai répondu, et son visage est devenu blême. La couleur a quitté son visage à la seconde où il a vu l'écran. Claire, alors dis-moi, ai-je dit, en faisant glisser l'ordinateur portable d'1 pouce de plus sur le comptoir, assez près pour qu'il ne puisse pas prétendre ne pas le voir. De quels parents exactement ta fille a-t-elle besoin à côté de sa mère dans une suite avec balcon privé? Il a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Son téléphone a vibré contre le granit entre nous. Je l'ai regardé s'allumer, j'ai regardé le nom défiler sur l'écran en lettres capitales grises. Vanessa. Aucun de nous ne l'a attrapé. Je veux vous dire que je me suis sentie triomphante à ce moment-là. Ce ne fut pas le cas. J'ai ressenti le calme étrange et creux d'une personne qui regarde de l'autre côté de la rue brûler une maison où elle a vécu. Assez près pour sentir la chaleur, assez loin pour qu'elle ne puisse plus la toucher. 10 ans plus tôt, j'aurais attrapé ce téléphone moi-même, j'aurais exigé que Marc s'explique. J'aurais supplié pour une version de la vérité avec laquelle je pourrais vivre. 10 ans vous changent, cependant. Cela vous apprend la différence entre un homme qui fait une erreur et un homme qui fait la même erreur depuis si longtemps qu'il a oublié que c'en est une. Je suis Claire Whitfield. J'ai 39 ans. Je travaille en jury comptabilité pour un cabinet spécialisé à Charlotte. Et jusqu'à il y a 11 mois, je vous aurais dit que mon mariage était solide. Pas parfait, mais solide. Le genre de solidité que vous arrêtez d'examiner parce qu'examiner les choses est ce que vous faites au travail, pas à la maison. Il s'est avéré que c'était exactement l'erreur. J'ai rencontré Marc Deloca 9 ans avant cette nuit dans la cuisine, à la fête de fiançailles d'amis communs dans un jardin décoré de guirlandes lumineuses et rempli de l'optimisme particulier des gens qui ne sont pas mariés depuis assez longtemps pour mieux savoir. Il était récemment divorcé, une fille, Lily, 12 ans à l'époque, et il parlait de la coparentalité avec une sorte de noblesse lasse que j'ai prise à l'époque pour de la maturité. Nous faisons ce qui est le mieux pour elle, peu importe ce que cela nous coûte, m'a-t-il dit lors de notre 3e rendez-vous. Et je me souviens avoir pensé, quel bon père. Je ne comprenais pas encore que ce que cela nous coûte était une phrase avec un sujet caché, et que le sujet n'était jamais lui. Vanessa Reyes Deloca. Elle a gardé le nom de famille composé après le divorce, une chose dont Marc a plaisanté une fois et qu'il ne lui a jamais demandé de changer. Elle vivait à 4 miles de l'endroit où Marc et moi nous sommes finalement installés. Chaque ville que nous envisagions, chaque maison que nous regardions, le calcul aboutissait toujours au même résultat. Assez près pour Lily, disait-il. J'étais d'accord parce que cela semblait raisonnable, parce que j'aimais Lily, parce qu'à 28 ans, je ne savais pas encore combien de phrases à consonance raisonnable une personne peut enchaîner pour construire une vie qui sert tranquillement quelqu'un d'autre. Nous nous sommes mariés quand Lily avait 13 ans. J'ai planifié le mariage en fonction de son emploi du temps scolaire. Cela ne me dérangeait pas. Je veux être honnête à ce sujet. Cela ne me dérangeait pas. Pas à l'époque. J'aimais être la belle-mère qui était présente, qui se souvenait des rendez-vous chez l'orthodontiste, qui faisait du covoiturage quand la voiture de Vanessa était au garage, ce qui arrivait, rétrospectivement, un nombre inhabituel de fois. La première petite fissure que je me souviens avoir remarquée était si mineure que je l'ai oubliée en moins d'1 heure. Lily avait 15 ans. La transmission de Vanessa a lâché, une réparation réelle et vérifiable de 2200 $. J'ai vu la facture des années plus tard, et Marc l'a payée sans en discuter avec moi d'abord. Quand j'en ai parlé doucement pendant le dîner, il m'a regardé comme si j'avais suggéré de laisser sa fille marcher jusqu'à l'école à travers la circulation. C'est la mère de mon enfant, Claire. Que étais-je censé faire? Laisser la mère de Lily en détresse? Présentée de cette façon, je me suis senti mesquine d'avoir posé la question. C'était le schéma avant que je comprenne que c'était un schéma. Chaque question était recadrée comme un référendum sur le fait de savoir si je me souciais du bien-être d'une jeune de 15 ans. Personne ne veut être la femme qui ne se soucie pas d'un enfant. Je ne voulais pas être elle non plus, alors j'ai arrêté de poser des questions. 2 ans après le début du mariage, j'ai commencé à remarquer des dates. Pas des dates suspectes, des dates de calendrier. Chaque fois que Marc et moi planifions quelque chose pour nous-mêmes, une urgence familiale semblait survenir dans la semaine.
Un rendez-vous chez le dentiste pour Lily qui ne pouvait pas attendre, programmé le même après-midi que notre réservation pour le déjeuner d'anniversaire. Une conférence parents-enseignants qui s'est terminée inhabituellement tard le soir d'un concert pour lequel j'avais acheté des billets des mois à l'avance. Je me suis dit que ce n'était rien. Les familles recomposées sont compliquées, me suis-je rappelé. Les enfants tombent malades. Les écoles planifient mal les choses. J'avais assez lu sur la coparentalité pour savoir que le ressentiment envers l'implication continue d'un ex était une forme de laideur en soi. Et je ne voulais pas devenir laide. Puis j'ai trouvé le reçu de la soirée du concert. Pas une facture de dentiste, un reçu de restaurant, 3 couverts, un steakhouse à 40 minutes de l'école de Lily. J'ai interrogé Marc à ce sujet le lendemain matin. Prudente, non accusatrice. La façon dont vous désamorceriez quelque chose plutôt que de l'affronter. Vanessa était contrariée à cause de l'anniversaire de leur divorce, a-t-il dit. Comme si cela expliquait quoi que ce soit. Lily ne voulait pas la laisser seule. J'y suis allé pour les soutenir toutes les deux. Mon estomac s'est noué, mais seulement légèrement. Une petite secousse d'ascenseur, pas encore une chute libre. J'ai classé l'affaire. Je n'avais pas encore de dossier. J'avais juste un sentiment, le genre que vous apprenez en tant que jury comptable à ne jamais faire entièrement confiance et à ne jamais ignorer entièrement. 1 an après cela, le loyer de Vanessa a augmenté de $240 par mois lorsque son immeuble a changé de société de gestion. Marc a commencé à lui transférer la différence. Il m'en a parlé dès le départ, cette fois. Au moins, je lui accorde cela. Il l'a présenté comme temporaire, 6 mois, juste le temps qu'elle trouve quelque chose de plus abordable. 6 mois sont devenus 18. J'ai fait le calcul un soir, assise à ma propre table de cuisine avec une calculatrice dont je n'avais pas besoin parce que c'est mon métier et que l'arithmétique n'était pas la partie difficile. $4 320 en 18 mois provenant d'un compte que je croyais être le nôtre. C'est pour Lily, a dit Marc quand j'ai mentionné le chiffre. Préférerais-tu que Lily grandisse dans une situation de logement instable? Est-ce vraiment la cause pour laquelle tu veux te battre? Je me souviens de la sensation physique spécifique de ma mâchoire se serrant, de l'effort qu'il a fallu pour ne pas élever la voix. Je n'ai rien dit. Je me suis dit, choisis tes batailles. Je ne comprenais pas encore que dans un mariage comme celui-ci, choisir ses batailles n'est qu'une façon plus lente de perdre la guerre. Lily a eu 20 ans. Elle a emménagé dans son premier appartement, et Marc a voulu aider à le meubler. Raisonnable, généreux, le genre de choses qu'un bon père fait. J'ai proposé d'aider à choisir des choses. Il a dit que lui et Vanessa s'en occupaient déjà. J'ai trouvé la facture par accident, transférée à notre email partagé par un magasin de meubles qui avait eu un bug et mis en copie le mauvais compte. Un cadre de Lee Queen, un matelas de $600, des draps en soie, pas en coton, pas le linge de maison pratique d'une jeune de 20 ans sortant du dortoir, mais de la vraie soie, le genre que l'on achète pour une chambre d'hôtel, pas pour un studio d'une jeune diplômée. Je n'ai rien dit à Marc cette semaine-là. Je me suis dit que c'était un cadeau de pendaison de crémaillère. Trop généreux, mais pas sinistre. Je me suis dit beaucoup de choses cette semaine-là. Je me souviens être resté dans la buanderie avec cette facture, faisant le calcul comme je le fais pour mon travail. 6 cents pour le matelas, environ 2 cents de plus pour les seuls draps en soie, frais de livraison, frais de montage, un poste pour un traitement accéléré qui ajoutait $90 de plus parce que Marc avait apparemment voulu que tout soit terminé avant une date limite non spécifiée. $2100, plus ou moins, pour le premier studio d'une jeune de 20 ans. J'ai pensé à mon propre premier appartement à cet âge, un futon de mon cousin, de la vaisselle dépareillée d'une friperie sur la route 9, et je me suis dit que la comparaison n'était pas juste, que les temps étaient différents. Que Marc pouvait simplement se permettre d'être généreux d'une manière que ma propre famille n'avait jamais pu l'être. J'ai appris depuis que les temps sont différents est l'une des phrases les plus efficaces que les gens utilisent pour se convaincre de ne pas remarquer quelque chose. Puis est venu le reçu du restaurant, un vrai cette fois. Pas quelque chose que j'ai trouvé par accident, mais quelque chose que Marc a laissé dans la poche de son manteau quand je déposais des vêtements au pressing. Un restaurant sur un toit en centre-ville. Le reçu datait du soir même où il m'avait dit qu'il travaillait tard sur un livrable client. $340, du vin, un menu dégustation, 3 couverts. Je suis resté dans la buanderie, tenant ce reçu pendant ce qui a semblé être 10 minutes, bien que ce fût probablement plus proche de 90 secondes. Je n'ai jamais demandé à qui appartenait la 3e chaise.
Une partie de moi le savait déjà, et une autre partie de moi, celle qui croyait encore à l'histoire que je m'étais racontée pendant 9 ans, ne voulait pas que la réponse soit confirmée à voix haute. C'est cette nuit-là que j'ai commencé le dossier. Je l'ai appelé dossier Marc, enfoui à 3 niveaux de dossier sur mon ordinateur portable personnel, celui dont Marc ne connaissait pas le mot de passe parce que je l'avais changé 2 ans plus tôt après un autre soupçon plus mineur que j'avais également réussi à me dissuader. Je suis, de par ma formation, une personne qui suit les chiffres jusqu'à ce qu'ils disent la vérité, que quelqu'un veuille l'entendre ou non. J'ai passé 11 ans à reconstituer la vie financière d'autres personnes pour des avocats, des compagnies d'assurance et, à 2 reprises, des procureurs fédéraux. Je sais à quoi ressemble un schéma avant qu'il ne devienne une histoire que quelqu'un d'autre peut voir. Alors, j'en ai construit un. Virement bancaire daté et chiffré, reçu photographié et classé, une chronologie des urgences recoupée avec notre propre calendrier jusqu'à ce que les coïncidences cessent de ressembler à des coïncidences et commencent à ressembler à quelque chose de plus proche d'un deuxième foyer. Financé discrètement, protégé discrètement, caché à l'intérieur de l'architecture d'un premier. Je l'ai confronté exactement une fois, 8 mois avant la croisière. J'ai étalé 3 mois de virement et lui ai demandé directement s'il avait une liaison. Une liaison? Il a ri, ce dont je me souviens parce que c'était le son le plus exaspérant que j'ai jamais entendu un être humain produire. Claire, c'est mon ex-femme. C'est à ça que ressemble une coparentalité fonctionnelle. Tu n'as jamais eu d'enfant, donc je comprends pourquoi cela te semble étrange, mais ne le fais pas. Ne fais pas ça, ai-je dit. Ne ramène pas ça au fait que je ne comprends pas la parentalité. Ramène ça aux 11 000 $ que tu as dépensés pour un foyer qui n'est pas le nôtre. Tu es paranoïaque, a-t-il dit. J'avais entendu cette phrase sous une forme ou une autre pendant des années. Tu es paranoïaque. Tu es froide. Tu es difficile. J'ai arrêté de compter combien de fois il l'a dit et j'ai commencé à compter à la place combien de fois cela s'est avéré être une déviation plutôt qu'une défense. J'ai fermé le dossier cette nuit-là et ne l'ai pas rouvert pendant 8 mois. Non pas parce que je le croyais, mais parce que j'avais besoin de plus avant de faire quoi que ce soit que je ne pourrais pas défaire, et parce qu'une partie calme et professionnelle de mon cerveau, la partie qui s'est assise en face d'assez de conjoints menteurs dans assez de salles de déposition, m'a dit que le tableau complet n'était pas encore terminé. 2 semaines avant ce qui aurait dû être notre voyage pour notre 10e anniversaire, une semaine dans les montagnes Blue Ridge que j'avais planifié pendant 4 mois, chalet réservé, sentier de randonnée repéré. Réservation pour le dîner confirmé dans le seul restaurant en ville qui prenait des réservations. Marc m'a envoyé un texto de son bureau. Changement de plan, j'emmène Lily et Vanessa en croisière cette semaine à la place. Ma fille a besoin de ses 2 parents là-bas. Pas d'appel d'abord, pas de conversation. Un texto envoyé comme une note de service. Comme si j'étais une collègue informée d'un conflit d'horaire plutôt qu'une épouse à qui l'on disait que son anniversaire n'existait plus. Je suis restée assise avec mon téléphone à la main pendant un long moment dans mon bureau. Les néons bourdonnaient au-dessus de ma tête, un rapport de réconciliation à moitié terminé ouvert sur mon 2e moniteur. Je n'ai pas pleuré. Je veux être honnête à ce sujet aussi, parce que je pense que les gens s'attendent aux larmes. Et je n'en avais plus pour lui à ce stade. Je les avais toutes dépensées lentement, au fil des ans, pour des chagrins plus petits qui n'ont jamais été reconnus comme des chagrins. J'ai tapé 4 mots en retour, alors va en être un. J'ai appuyé sur envoyer, j'ai posé le téléphone face contre le bureau et je suis retourné à mon rapport de réconciliation. Mes mains ne tremblaient pas. Cela m'a surprise plus que le texto. Il a appelé 3 minutes plus tard. J'ai laissé sonner. Il a rappelé immédiatement, comme il le faisait toujours quand il sentait qu'il avait mal calculé. Et j'ai laissé celui-là sonner aussi, 2 fois avant de décrocher. Claire, qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Tu es bizarre à ce sujet. Je suis Claire. Tu n'as jamais été capable de faire la différence. Et alors? Tu ne veux pas que je passe du temps avec ma propre fille? Très bien, je l'expliquerai à Lily. Ne mets pas ça sur le dos de Lily. Il n'a jamais été question de Lily. Silence. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil, essayant de juger si je bluffais, si c'était une dispute dont il pouvait se sortir en parlant, comme il s'était sorti de chaque dispute pendant 9 ans. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse essayer. Cette nuit-là, j'ai ouvert le dossier Marc pour la première fois en 8 mois et je l'ai regardé comme je regarderais un dossier client. Pas avec rage,
mais avec la clarté froide et spécifique de quelqu'un qui a décidé de cesser d'être un participant à une histoire pour en devenir l'auditeur. Je n'avais pas besoin de plus de preuves du schéma. Je devais savoir exactement ce qu'était la croisière elle-même. J'ai appelé la compagnie de croisière le lendemain matin en utilisant le numéro de confirmation que j'ai trouvé, transféré à nouveau par accident à un vieil email de récompense de voyage partagé dont Marc avait oublié de me retirer. La représentante, une femme patiente nommée Denise, qui travaillait au bureau de fidélité et avait clairement reçu des appels plus étranges que le mien de manière régulière, a retrouvé la réservation après que j'ai confirmé les 4 derniers chiffres de la carte enregistrée. Un compte sur lequel j'avais encore une procuration de nos déclarations de revenus conjointes. 2 cabines, une suite avec balcon au nom de Marc Deloca et Vanessa Reyes Deloca, une chambre intérieure au nom de Lily Deloca. J'ai remercié Denise, j'ai raccroché et je suis resté assise à ma table de cuisine pendant un long moment. Voici ce que je veux que vous compreniez à propos de ce moment, car je pense que c'est la partie que les gens omettent dans des histoires comme celle-ci pour arriver à la révélation satisfaisante. Je n'étais pas choqué. J'étais soulagé. 9 ans de moments petits, niables, individuellement pardonnables s'étaient enfin arrangés en une phrase que je pouvais dire à voix haute et défendre. Et il y a un soulagement particulier et sans gloire à être enfin certaine de quelque chose que l'on a passé une décennie à vous faire douter par manipulation psychologique. J'ai appelé mon avocate le même après-midi. Patricia Voss pratique le droit de la famille dans le comté de Mecklembourg depuis 22 ans. Je l'avais choisi 8 mois plus tôt, lorsque j'ai ouvert le dossier pour la première fois et que je me suis dit que je recueillais juste des informations, le genre de mensonges que les gens se racontent juste avant d'arrêter de se mentir à eux-mêmes. Le bureau de Patricia se trouvait au 4e étage d'un bâtiment textile reconverti en centre-ville. Briques apparentes, l'odeur de vieux papier et de café qui avait refroidi depuis des heures. « Dites-moi ce qui a changé », a-t-elle dit quand je suis entré ce mardi-là avec un dossier imprimé de 11 pages d'épaisseur. Je lui ai parlé de la croisière, des 2 cabines, de Denise au bureau de fidélité. Patricia n'a pas réagi comme les gens réagissent dans les films. Pas de halètement dramatique, pas de monologue outragé. Elle a mis ses lunettes de lecture et a parcouru le dossier page par page, faisant parfois une petite marque dans la marge avec un porte-mine. « C'est du bon travail », a-t-elle finalement dit. Et j'ai compris qu'elle parlait de la documentation, pas du mariage. Meilleur que la plupart de ceux qui entrent ici. Vous avez des virements bancaires datés. Vous avez des reçus. Vous avez une chronologie. Ce que vous n'avez pas encore, c'est une position juridique claire sur les fonds matrimoniaux. La part de cet argent provenant de comptes joints par rapport à ces comptes séparés est extrêmement importante pour ce que nous pouvons réclamer. J'ai tous les relevés, ai-je dit. Chaque virement, chaque numéro de compte. Alors nous aurons besoin de Marcus. Marcus Felt est un jury comptable comme moi, bien qu'il se spécialise dans la dissolution matrimoniale plutôt que dans la fraude d'entreprise. Et après 18 ans dans le domaine, il a témoigné devant des juges plus de fois qu'il ne peut apparemment s'en souvenir sans vérifier son propre journal de cas. Patricia l'a fait venir la semaine suivante. Je me suis assise en face de lui dans une salle de conférence avec 3 ans de relevés étalés entre nous, et pour la première fois dans tout ce processus, j'ai ressenti autre chose que du chagrin ou du calcul. Je me suis sentie comprise. Vous avez construit ça comme une professionnelle, a dit Marcus en feuilletant mes onglets à code couleur, ce que je suppose que vous êtes. C'est étrange, lui ai-je dit, de passer 11 ans à reconstituer la vie financière d'autres personnes pour gagner sa vie, puis de réaliser que vous l'avez fait discrètement pour votre propre mariage sans admettre que c'était ça. Vous seriez surprise de la fréquence à laquelle cela arrive, a dit Marcus, sans lever les yeux des relevés. J'ai eu 2 autres clients dans ce domaine exact au fil des ans. Des auditeurs, tous les 2. Ce n'est pas que vous, les gens, êtes moins bons pour remarquer. C'est que vous êtes formés à vous méfier de vos instincts concernant les chiffres jusqu'à ce que vous ayez la documentation. Et la plupart des conjoints n'attendent pas la documentation avant de commencer à se raconter une histoire qui facilite le maintien de la paix. Il a passé la majeure partie d'une semaine avec les relevés de compte après cela, recoupant 4 ans de virements avec les déclarations de revenus, catégorisant chaque transaction par compte source et effectuant une comparaison côte à côte des fonds joints par rapport aux fonds séparés. C'était un travail plus lent et plus méticuleux que ce à quoi je pense que nous nous attendions l'un ou l'autre en commençant. Marcus a signalé à un moment donné un virement qu'il avait initialement supposé être de routine, puis a découvert, après une inspection plus approfondie, qu'il avait été divisé en 2 transactions plus petites le même jour. Probablement pour rester en dessous d'un seuil de déclaration interne sur l'application bancaire professionnelle de Marc.
Les gens qui font ça le font rarement avec négligence, m'a dit Marcus. La négligence n'apparaît qu'à la toute fin, quand ils pensent que plus personne ne regarde d'assez près pour les attraper. L'analyse de Marcus, lorsqu'elle est revenue 4 jours plus tard, était plus accablante que ce que j'avais même prévu. Sur l'argent transféré sur le compte de Vanessa ou dépensé en son nom au cours des 4 années précédentes, supplément de loyer, réparation de voitures, meubles, une série tournante de dîners et de cadeaux d'urgence, 61 400 $ provenaient directement de comptes matrimoniaux communs. De l'argent que j'avais aussi gagné. De l'argent dont, en vertu de la loi de la Caroline du Nord, j'avais tout à fait le droit de voir la comptabilité dans un règlement de divorce. Ce n'est plus seulement une histoire de trahison, m'a dit Patricia lorsque nous nous sommes réunis. C'est une affaire financière, et une affaire solide. J'ai demandé le divorce ce jeudi matin-là, avant même que le texto de Marc sur la croisière n'ait complètement refroidi sur l'écran de mon téléphone. Je veux être précise sur la chronologie ici, car la précision est la seule raison pour laquelle tout cela a fonctionné. J'avais fait rédiger les papiers avant qu'il ne me parle de ses plans, car une partie de moi, l'auditrice, la partie qui lit les schémas pour gagner sa vie, avait déjà su où cela menait des mois plus tôt et avait simplement attendu que la dernière pièce de documentation se mette en place. Il est venu à la maison ce soir-là. Je m'attendais à ce qu'il le fasse. Certains hommes ne peuvent pas laisser un silence en paix, et Marc n'avait jamais pu le faire une seule fois. Il se tenait dans le hall d'entrée dans son costume de travail, fixant les papiers sur le comptoir comme s'ils allaient le mordre. « Claire, qu'est-ce que c'est ? » ?»« Les papiers du divorce, ai-je dit. J'ai déposé la demande ce matin. » Son visage a pris la nuance particulière de blanc que je n'avais vue qu'une seule fois auparavant, l'année où son père est mort. « Pour une croisière ? » ?»« Non, ai-je dit. Pour 10 ans à passer au second plan d'un mariage qui était déjà terminé. Ce n'est pas juste. Lily est ma fille. Lily a 22 ans. Il ne s'agit pas de Lily. Et tu le sais. Ses mains ont commencé à trembler, sincèrement, je pense, pour la première fois dans toute cette relation. Tremblant d'une manière qui n'était pas de la comédie. Alors de quoi s'agit-il ? Tu ne sais vraiment pas, ai-je demandé, après tout ça ? Il n'a pas répondu. Cela m'en a dit assez. J'ai tourné mon ordinateur portable et l'ai fait glisser sur le comptoir. Le manifeste de la cabine déjà ouvert à l'écran. J'ai appelé la compagnie de croisière ce matin, ai-je dit. Avant même que ton texto n'arrive. Avant que tu ne penses avoir le dessus. Tu as fait quoi ? Ses yeux sont tombés sur l'écran, puis se sont relevés vers moi, quelque chose se brisant derrière eux. 2 cabines, ai-je dit. Une suite avec balcon réservé à ton nom et à celui de Vanessa. Une chambre intérieure réservée à celui de Lily. La couleur a entièrement quitté son visage. Claire. Alors dis-moi, ai-je dit, de quels parents exactement ta fille a-t-elle besoin à côté de sa mère dans une suite privée ? Il a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Son téléphone a vibré sur le comptoir entre nous. Vanessa. Aucun de nous n'a bougé pour y répondre. Ce qui a suivi au cours des 6 semaines suivantes n'a pas été une seule confrontation dramatique, mais un effondrement au ralenti. Le genre qui se produit dans des salles de conférence et des chaînes de courriel plutôt que sur des comptoirs de cuisine, ce qui, j'en suis venu à comprendre, est la façon dont la plupart des véritables règlements de compte se produisent. La télévision vous donne une scène. La vie vous donne un dossier de déposition. Patricia a déposé une requête en distribution équitable, citant le rapport d'expertise de Marcus comme pièce C. L'avocat de Marc, un homme compétent mais visiblement secoué nommé Tran Aldi, a demandé une prolongation de 2 semaines pour examiner la documentation. Patricia a accordé 1 semaine. J'avais alors appris quelque chose de dérangeant sur moi-même. Je ne voulais pas de vengeance comme je m'y serais attendu 10 ans plus tôt en regardant un film sur une femme dans ma situation. Je voulais une comptabilité précise. Je voulais que les chiffres disent, dans une pièce pleine de gens dont le travail était d'être cru, ce que je savais en privé depuis des années et qu'on m'avait dit que j'imaginais. La réponse de Marc, quand elle est arrivée, n'était pas un aveu. C'était un argument, déposé par l'intermédiaire de Tran, sur 3 pages à simple interligne, selon lequel les fonds transférés à Vanessa constituaient des dépenses de coparentalité raisonnables et que j'avais implicitement consenti à l'arrangement en ne m'y étant jamais formellement opposé par écrit. Je me souviens avoir lu cette ligne, ne s'étant jamais formellement opposé par écrit, et avoir senti quelque chose dans ma poitrine devenir très froid et très immobile.
disant de tu es paranoïaque et tu es difficile, et maintenant l'absence de plainte écrite était utilisée comme preuve de mon consentement. C'était, à sa manière, la chose la plus honnête que l'équipe juridique de Marc ait dite dans tout le processus. Un aveu accidentel que le schéma avait toujours dépendu de mon silence, et que le silence avait toujours été le but. J'avais 24 heures pour répondre au dépôt de Tran avant la conférence préparatoire, selon Patricia, ou risquer que le juge traite l'argument du consentement implicite comme non contesté. Je n'avais pas prévu de témoigner sur autre chose que le dossier financier. Maintenant, je devrais témoigner sur les années. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assise à ma table de cuisine, la même table où j'avais autrefois fait le calcul du loyer de Vanessa, la même table où j'avais construit le dossier. Et j'ai écrit à la main chaque exemple dont je pouvais me souvenir où j'avais soulevé une préoccupation auprès de Marc et où l'on m'avait dit que je surréagissais. 9 pages. J'ai daté ce dont je pouvais me souvenir et j'ai signalé ce que je ne pouvais pas avec des délais approximatifs. Mes mains ont finalement tremblé, quelque part vers la page 6, quand je suis arrivé à la nuit du billet de concert et au reçu du dîner pour 3 personnes que je ne l'avais jamais entièrement confronté à ce sujet. Patricia a lu les 9 pages le lendemain matin sans parler pendant ce qui a semblé être plusieurs minutes. C'est un schéma de contrôle coercitif autour de la divulgation financière, a-t-elle finalement dit. Ce n'est pas seulement pertinent, c'est central. Les juges voient des arguments de consentement implicite dans ces cas plus souvent que vous ne le pensez. Et ceci, elle a tapoté les pages, c'est exactement ce qui le démantèle. L'audience préparatoire a eu lieu un mardi dans la salle d'audience de la juge Renata Ibarra. 19 ans au banc du tribunal de la famille, une réputation, selon Patricia, de n'avoir aucune patience pour la dissimulation financière déguisée en dévotion parentale. Je me suis assise à la table du demandeur dans un costume gris que j'avais acheté spécifiquement pour ce matin-là. Mes mains croisées devant moi, plus stables que je ne l'aurais cru. Marcus a témoigné en premier, expliquant au tribunal les 61 400 $ de transferts traçables recoupés avec nos déclarations de revenus conjointes et 4 ans de relevés bancaires. Il a utilisé l'expression schéma cohérent et traçable de soutien non divulgué à un double foyer, une expression que Patricia lui avait apprise, mais qui se trouvait aussi être simplement vraie. Tran, lors du contre-interrogatoire, a tenté de présenter les transferts comme des frais de coparentalité ordinaires. Marcus, imperturbable, a sorti la facture des meubles, les draps en soie, le lit queen pour un studio de 22 ans, et a demandé doucement si Tran considérait cela comme une dépense de coparentalité standard ou quelque chose de plus proche du financement d'un deuxième foyer. Tran n'avait pas de bonne réponse. J'ai vu la juge Ibarra prendre une note. Puis ce fut mon tour. J'ai témoigné pendant 40 minutes. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas pleuré, bien qu'à un moment donné, en décrivant le reçu du dîner sur le toit et les 3 couverts sur lesquels je n'avais jamais posé de questions, j'ai dû m'arrêter et prendre une profonde inspiration avant de continuer. Une petite fissure, la seule que je me suis autorisé dans cette pièce. Et la juge Ibarra a attendu sans impatience que je continue. Madame Deloca, a dit Tran lors du contre-interrogatoire, n'est-il pas vrai que vous n'avez jamais formellement soulevé ces préoccupations avec votre mari par écrit? Je les ai soulevées verbalement, ai-je dit, à plusieurs reprises. On m'a dit que j'étais paranoïaque, froide et difficile, dans cet ordre, sur une période d'environ 6 ans. J'ai daté ces conversations dans le document que Voss a soumis comme pièce F. J'ai arrêté de les soulever par écrit parce qu'on m'avait appris, sur une très longue période, à m'attendre à ce que le fait de les soulever soit traité comme le problème, plutôt que les transferts eux-mêmes. Tran n'avait pas de question de suivi. Je l'ai vu jeter un bref coup d'œil à Marc, qui fixait la table. La décision financière est tombée 11 jours plus tard. 61 400 $ de fonds matrimoniaux à prendre en compte dans le règlement. La majorité récupérable grâce à la part de Marc dans les actifs de retraite et la vente d'un bien locatif qu'il avait acheté 3 ans après notre mariage, une propriété, s'est-il avéré, financée en partie avec de l'argent que j'avais contribué et que je n'avais jamais entièrement suivi à l'époque. L'opinion écrite de la juge Ibarra, 6 pages, utilisait l'expression d'un schéma de dissimulation financière entretenu par une déviation émotionnelle. Une phrase que Patricia m'a lue à voix haute au téléphone 2 fois parce qu'elle a dit qu'elle voulait s'assurer que je l'entendais correctement la première fois. Vanessa, pour sa part, n'a jamais été partie au procès et n'a jamais témoigné. Je ne sais pas à ce jour ce qu'elle croyait exactement sur la nature de l'arrangement ou si elle croyait quoi que ce soit au-delà de la version des événements que Marc lui avait vraisemblablement donnée aussi. J'ai fait la paix avec le fait de ne pas savoir. Certains comptes, j'ai appris,
ne se réconcilient jamais complètement, et un jury comptable doit savoir quand clore un dossier, même sans un solde parfait. Le cabinet de Marc, un cabinet d'architecture régional où il était devenu associé 4 ans plus tôt, n'a pas été directement impliqué dans tout cela, mais les nouvelles voyagent vite dans les petits cercles professionnels. Et les demandes de divorce impliquant des témoignages d'expertise comptable ont tendance à devenir une connaissance discrète parmi les gens qui jouent au golf ensemble le week-end. Il n'a pas perdu son emploi. Je veux être honnête à ce sujet aussi, parce que je pense que la version satisfaisante de cette histoire se termine par une ruine professionnelle totale. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé était plus petit et, à sa manière, plus honnête. 2 des 4 associés de son cabinet ont cessé de l'inviter au dîner avec les clients. Son nom a été retiré d'un projet qu'il dirigeait depuis 6 ans. Personne n'a dit pourquoi à voix haute, mais tout le monde a compris. Cela fait 14 mois depuis cette nuit dans la cuisine. Depuis que le téléphone vibrait entre nous avec le nom de Vanessa allumé à l'écran, et qu'aucun de nous n'a répondu. Je travaille toujours en jury comptabilité. Je passe toujours mes journées à reconstituer la vie financière d'autres personnes, à suivre les chiffres jusqu'à ce qu'ils disent la vérité, que quelqu'un veuille l'entendre ou non. Il me vient parfois à l'esprit à quel point il est étrange que j'ai passé une carrière à apprendre à remarquer des schémas pour des étrangers et que j'ai failli manquer celui qui m'était le plus proche. Bien que Marcus, quand je lui ai dit cela une fois autour d'un café, des mois après la clôture de l'affaire, m'ait dit que c'est l'histoire la plus courante de ses 22 ans de pratique. Personne n'audite la chose qu'il aime. C'est généralement le but de l'aimer. Lily m'a contacté 3 mois après la finalisation du divorce, par texto, maladroit et prudent comme le sont les jeunes de 22 ans lorsqu'ils essaient de dire quelque chose qu'ils ont clairement répété. Elle a dit qu'elle n'était pas au courant pour les cabines, qu'elle n'était pas au courant pour les transferts de loyer, qu'elle n'était au courant de rien de tout cela en réalité. Qu'on lui avait dit pendant des années que la bonne relation de coparentalité de ses parents était quelque chose dont il fallait être reconnaissant et qu'on ne lui avait jamais donné de raison de remettre en question cette présentation. Je la crois. Elle était une enfant pendant la majeure partie de tout cela, puis elle était une jeune adulte absorbant encore une histoire que son père avait passé une décennie à organiser pour son bénéfice autant que pour le sien. Je ne blâme Lily pour rien de tout cela. Je ne l'ai jamais fait. Nous prenons un café parfois maintenant, tous les quelques mois. C'est le seul morceau de ce mariage que j'ai choisi de garder, et je ne pense pas que cela me rende généreuse. Je pense que cela signifie simplement que j'ai toujours été capable de faire la différence entre une personne et le schéma que quelqu'un d'autre a construit autour d'elle. Marc m'a envoyé un texto une fois, environ 2 mois après la décision. Je n'ai jamais voulu que ce soit comme ça, a-t-il écrit. Je n'ai pas répondu tout de suite. Quand je l'ai finalement fait, 3 jours plus tard, j'ai répondu par 4 mots, le même nombre que j'avais utilisé la première fois. Bien que cette fois, il ne fermait pas une porte, mais mettait plutôt un point final à une très longue phrase. Je sais que non. Je le pensais aussi. Je ne pense pas que Marc ait eu l'intention, le jour de notre mariage, de passer une décennie à financer discrètement un 2e foyer tout en manipulant sa femme sur sa propre perception de la réalité. Je pense qu'il y est arrivé progressivement, une justification à consonance raisonnable à la fois, de la manière dont la plupart des schémas se construisent. Pas par une seule décision, mais par un millier de petites, chacune facile à pardonner en soi, chacune entraînant la personne à côté de vous à cesser de poser des questions. J'ai arrêté de les pardonner une par une il y a environ 14 mois. Il s'avère que c'est tout ce qu'il faut. Pas une seule confrontation dramatique. Mais le moment où vous additionnez enfin les petites choses et refusez d'arrondir la réponse à l'inférieur. Si vous avez lu jusqu'ici, j'espère que c'est parce qu'une partie de cela vous a semblé familière. La petite phrase à consonance raisonnable qui vous coûte plus qu'elle ne le devrait. La question qu'on vous a appris à ne plus poser. J'espère que si c'est le cas, vous commencerez à tenir votre propre dossier. Le mien a pris 3 ans à construire et environ 90 secondes à utiliser finalement. Certaines dettes ne se recouvrent pas avec de la rage. On les recouvre avec des documents.